Le monde de la poésie, le monde de la littérature et de l'écriture m'anime plus que jamais. Mais les sources premières qui me font écrire sont très souvent d'ordre nordique. Ma poésie, ça me vient surtout du Nord. C'est par mon métier de médecin que j'ai pu avoir accès au monde du Nord, puis en voyageant, puis en vagabondant dans le Nord. J'ai fini mon cours, puis c'était hors de question que je pratique en ville. Je me suis dirigé vers la Côte-Nord à cause de Louis Edmond Hamelin qui m'avait parlé du Nord, puis j'ai aussi eu envie de vivre la poésie du Nord à cause de Gilles Vigneault. La première fois que je suis arrivé dans le Moyen-Nord, c'est sur la Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre. Puis tout de suite, comme tous les Caïens, là, je me suis créé d'un skidoo. Puis j'ai vraiment eu un contact premier avec la taïga. Quelques années après, tout seul, je suis parti d'Havre-Saint-Pierre, puis j'ai décidé de faire un genre de pèlerinage en skidoo. D'Havre-Saint-Pierre jusqu'à Blanc-Sablon, j'ai fait 1500 km, plus que ça, 2000 km. Le contact est brutal, mais puissant. En fait, t'es la nature. Tu fais partie de la nature essentiellement. Tu n'es surtout pas un acteur dominant de la nature, jamais de la vie. Et, il y a un univers nordique au Québec qui mérite puis qui demande à être marché. La prise de conscience qu'il y a encore des zones au Québec où il n'y a jamais d'humain qui a mis les pieds, là. Et c'est fascinant de sentir ou de savoir qu'on vit dans un monde encore inexploré. Si on regarde l'état de la connaissance sur le territoire, puis si on prend le territoire au nord du 49e parallèle, 70-80% du territoire, là, facilement, est pas très bien connu. Là. Donc la correction est faite. Ici, on est au laboratoire de cartographie de l'équipe Grainville. Donc ce qu'on fait, c'est faire les cartes géologiques. Une fois qu'on a pris les données sur le terrain, après ça, on les représente sur carte. Avec donc les types de roches qu'on a observées, les failles qu'on a observées et les minéralisations qu'on a observées, et on met tout ça sur la carte. Au nord du 49e parallèle, nous avons 3 principales provinces géologiques qui font partie de ce qu'on appelle le bouclier canadien. Donc, c'est des roches anciennes, plus d'1 milliard d'années, qui se trouvent sur ce territoire-là. Donc, la province la plus ancienne, c'est la province du Supérieur qui se trouve ici, dont les roches ont un âge autour de 2,7 à 2,9 milliards d'années. C'est parmi les plus vieilles roches sur la Terre. On peut trouver des roches encore plus vieilles à l'intérieur de cette province-là, qu'on voit ici. On est arrivé à dire que la source de cette roche-là pouvait aller jusqu'à 4,3 milliards d'années. Donc, c'est parmi les plus vieilles traces de l'histoire géologique de la Terre connues aujourd'hui. Il y a aussi la province du Churchill qui se trouve dans le nord, en fait, qui ceinture là, la province du Supérieur dans sa partie est puis dans sa partie nord. Cette province-là a un âge qui se situe autour de 2,1 à 1,8 milliards d'années, donc un petit peu plus jeune, et caractérisée aussi par d'anciennes chaînes de montagnes. Donc une ancienne zone de suture entre 2 masses continentales. Puis finalement, la dernière province, c'est la province de Grenville. Et la province de Grenville, elle, a un âge qui varie entre 1,6 et 1 milliard d'années. On l'interprète comme étant une ancienne chaîne de montagnes qui, à l'époque, devait être aussi haute que l'Himalaya.
puis qui maintenant a été érodé par, entre autres, l'activité des glaciers. L'échantillon, la nature de cette roche-là. Nous autres, on fait plus la mise en valeur du territoire puis de la connaissance géoscientifique. Après ça, on arrive dans l'exploration. Nous, on est vraiment au début du processus. De l'amphibolite avec... Le Nord, c'est quasiment 70-75 % du territoire québécois. Finalement, quand on considère le Moyen-Nord et le Grand Nord, c'est énorme. Ici, en ce moment, on est au camp du lac Gaillot, au Nunavik, environ 300-320 km au sud-ouest de Kuujjuaq. Une centaine de kilomètres au nord du réservoir Kaniapsiko où on retrouve des barrages hydroélectriques. Donc, il n'y a pas d'accès routier. On doit accéder par hélicoptère ou par hydravion au projet comme tel. J'ai l'impression encore en 2012 d'être un explorateur là, des anciens temps, comme il y a 100, 200 ans, ou même, si on recule encore plus loin, à l'époque où il y avait seulement les Autochtones ici, il y a plusieurs milliers d'années. Le territoire qui n'a pratiquement pas changé. Quand on part d'ici du campement puis on fait juste 500 mètres, 1 kilomètre, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé depuis des milliers d'années. C'est un secteur ici où il y a beaucoup de capes de roches. On a cartographié pas mal en détail la surface. C'est ces roches-là qui sont porteuses de nickel et de cuivre. Un secteur qui est très favorable là, pour la découverte de ce type de minéralisation-là. Puis maintenant, on essaie de trouver la minéralisation qu'on a vue en surface, on essaie de la trouver en profondeur avec les foreuses. Puis dans le secteur ici immédiat, on a à peu près une vingtaine de trous de forage. Puis sur l'ensemble de la propriété, on en a au-delà d'une centaine. Ça a l'air beau, là! OK, t'as peu. Je viens de positionner un nouveau trou de forage qui va être fait probablement demain matin. Donc, je me suis positionné avec les coordonnées au GPS. Puis, on est environ 50 mètres derrière la foreuse actuellement. Ça prend une bonne prospection de base avant de commencer à faire des travaux de forage. Donc, on est venu pendant plusieurs étés ici pour faire de la prospection de surface. En ce moment, dans la zone, on a 2 foreuses qui forent en simultané. On essaie de trouver l'étendue de la minéralisation, premièrement en profondeur, mais aussi en se déplaçant soit vers l'est ou vers l'ouest pour voir s'il y a une continuité dans la zone de nickel. Les 2 foreuses sont espacées de 50 mètres. Puis, les 2 vont essayer de frapper la zone à peu près à 200 mètres de profondeur. On sait déjà que dans un des 2 trous, on a trouvé les mêmes types de roches. C'est exactement comme on s'attendait. Par contre, il n'y a plus de minéralisation, malheureusement. Donc, on va essayer de se déplacer plus à l'est pour retrouver la zone minéralisée. Puis, l'autre foreuse commence tout juste le trou. Donc, on a encore bon espoir de trouver de la minéralisation en profondeur.
travaux d'exploration minière, c'est toujours à risque. On cherche, mais c'est très rare qu'on trouve. Je dirais qu'il y a énormément de projets qui vont à l'étape du forage. Il y en a quand même très peu qui réussissent par la suite à devenir une mine. C'est un sur quelques centaines de projets d'exploration qui éventuellement va être développé en mine. Pour que le projet La Gaillot devienne une mine, ultimement, il faut trouver une énorme quantité de minerais de très bonne valeur, pourcentage nickel-cuivre. Il doit y avoir beaucoup de tonnage aussi, beaucoup de volume pour qu'on puisse l'exploiter de façon économique. Et un projet comme celui-là, comme il n'y a pas d'accès routier, pourrait aussi bénéficier de la présence d'autres découvertes à proximité. Comme ça, s'il y a plusieurs compagnies qui se mettent à faire des découvertes dans le secteur, probablement qu'il va y avoir développement d'infrastructures routières. Donc, ça facilite beaucoup la rentabilité d'un projet. Être dans la toundra comme humain, c'est comme être dans un lieu où nos sens sont magnifiés. Dans la toundra, on est dans un monde minéral. La pierre, les rochers ont une importance dingue. C'est comme si jamais j'ai tant apprécié le monde des pierres. Marcher dans la toundra, c'est marcher dans la mousse, dans la sphaigne, dans le lichen, mais c'est surtout avoir un contact direct avec la pierre. Puis c'est comme toucher à de la pierre, puis c'est toujours des pierres couvertes de toutes sortes de coloris, de lichen, de mousse. Bien, c'est comme si quelque part, là, on sent qu'on fait partie de cet univers de pierre. Il y a deux autres zones qui sont historiquement reconnues pour leur potentiel minéral. La fosse du Labrador, ici, qui contient des roches d'un ancien rift et d'anciennes chaînes de montagnes aussi. À l'intérieur de cette grande formation-là, on trouve des formations de fer. Je dirais que la longueur de la fosse du Labrador, c'est peut-être 1000 km, autour d'1000 km. Donc c'est assez considérable. On parle souvent d'exploitation dans les centaines de millions et même dans les milliards de tonnes. Ça, c'est quand on parle d'une seule exploitation. Une autre zone qui est reconnue, elle, pour son potentiel en nickel, cuivre, cobalt et éléments du groupe du platine, c'est ici l'orogène de l'Ungava ou ce qu'on appelle aussi la ceinture de Cap Smith. Les secteurs traditionnellement exploités de Fermont-Shefferville, plus au sud, sont déjà desservis par d'importantes infrastructures. Maintenant, on parle d'aller exploiter plus au nord, mais là, ça implique la mise en place d'infrastructures considérables, là, autant pour le transport et l'énergie. Donc, ça fait partie des enjeux du développement du Nord.
Mine Raglan est situé tout près du point le plus au nord de la province de Québec. Donc, on est vraiment en territoire arctique. C'est une zone qui est complètement détachée du reste de la province, donc il y a très peu d'infrastructures en place. Point de vue nickel, Mine Raglan, si on parle par exemple par rapport au Canada, c'est définitivement l'une des plus riches. Les gisements qu'on s'apprête à exploiter dans les années à venir, on parle vraiment de gisements de classe mondiale. Le premier défi que Mine Raglan a dû relever, c'est celui de l'accès au territoire. Il faut tout acheminer soit par bateau ou par avion. Tout ce qui est périssable est acheminé par avion. Maintenant, tout ce qui est équipement lourd ou équipement d'envergure doit être acheminé par bateau. Non seulement on gère une mine, mais on gère aussi une petite ville. Donc, tout ce que vous retrouvez dans une municipalité, on l'a. Soit un traitement, une usine d'aqueduc, une usine de traitement des égouts, des eaux usées, une centrale énergétique, évidemment, et un site d'hébergement. Comme c'est un milieu arctique, on est un milieu pergélisol continu. Quand on parle de pergélisol continu, on parle d'un pergélisol qui a une profondeur de plus de 500 mètres. Nos mines sont d'une profondeur qui varie entre 300 et 400 mètres de profondeur. Et donc, nous minons et nous forons dans le pergélisol. Au niveau opérationnel, on doit forer humide pour limiter les émissions de poussière. Donc, forer à l'aide de l'eau est impossible chez nous puisque le roc a une température en bas de zéro. On parle d'une moyenne de moins 5 degrés pour le roc, la température du roc. Donc, on a dû développer des techniques de forage qui sont différentes de celles qui sont utilisées, par exemple, en Abitibi ou à la Côte-Nord. Ce qu'on utilise, on a développé une technique de forage à la saumure. Donc, on ajoute du chlorure de calcium au sel pour maintenir, pour abaisser le point de congélation de l'eau. Dans le cas du concentrateur, la première étape du procédé, c'est évidemment de broyer le minerai pour libérer justement les particules minéralisées. Ensuite, la deuxième étape principale, c'est la flottation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au moyen d'additifs, on va flotter les sulfures en surface. Et les minéraux se trouvent dans la partie sulfureuse. C'est comme ça qu'on va départager les minéraux de la gangue. Une fois qu'on a récupéré les métaux, ce qui nous reste à faire, c'est les sécher sous forme de concentré. Autre chose qu'on fait, c'est la filtration de nos résidus miniers, chose qui est particulière, que vous ne retrouvez pas ailleurs au Québec. Nous filtrons nos résidus pour les rendre solides, de sorte qu'on est en mesure de les disposer sous forme solide, et ce qui nous permet de restaurer ces résidus-là de façon progressive et de façon permanente. La particularité, c'est qu'on recircule 100% de l'eau de procédé. Donc, toute l'eau qui est utilisée pour le procédé est filtrée pour être retournée au début du procédé. Actuellement, on est carrément sur un promontoire du parc à résidus. On est dans un environnement fragile et il faut faire un peu plus que ce que je pense que l'industrie normale ferait dans des conditions d'environnement fragile tels que ceux qu'on retrouve ici. Le résidu qui provient de notre concentrateur est acheminé ici par camion, donc on lui enlève toute l'eau. On fait un gâteau littéralement, lequel résidu, après quoi, est acheminé sur les aires de dépôt, où on le compacte vraiment efficacement et où, ultimement, par multicouches, dépôt de multicouches, on va vraiment compacter le tout pour que le pergélisol sous-jacent gagne les résidus tels que vous le voyez ici autour de vous. Le résidu chimique va être séquestré dans le pergélisol.
C'est deux facteurs vraiment de protection environnementale importants qui sont particuliers à cette mine-ci, à ce parc à résidus ici, qu'on ne retrouvera pas par contre dans l'industrie minière normale dans le sud de la province, par exemple. Vous avez ici une apparence de à quoi pourrait ressembler la colline telle qu'on l'envisage dans 20-30 ans lorsque la fermeture définitive de cette minière-là aura lieu. Il y a du travail qui se fait depuis l'origine à Mine Raglan avec un comité d'experts qui nous aiguille énormément dans le processus. La gestion d'une mine, la gestion de l'environnement au niveau d'une mine en conditions nordiques, c'est plus complexe. On ajoute un niveau de complexité. Il faut penser différemment. Nos connaissances des particularités reliées à l'exploitation en milieu nordique vont augmenter de façon graduelle, mais pour le moment, c'est quand même, il y a beaucoup de travail à faire. L'élément qu'on va essayer d'utiliser à notre avantage, c'est le froid. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'intégrer les résidus au pergélisol. Donc, si l'eau est gelée, elle n'émigre pas. Si les résidus sont gelés, les réactions chimiques sont ralenties de façon très importante. Même à un certain niveau, elles deviennent pratiquement inexistantes. J'ai commencé mon projet de maîtrise en septembre 2010. Donc, on a installé les stations de travail sur le terrain en juin 2011. Je travaille là-dessus depuis ce temps-là. On évalue une des méthodes de restauration qui est utilisée pour restaurer les parcs à résidus miniers en climat nordique, qu'on appelle le recouvrement isolant. On aimerait ça savoir si le recouvrement isolant utilisé à la mine Raglan est efficace pour restaurer le site, donc pour contrôler le drainage minier acide potentiel. On a développé une méthode pour évaluer si la couverture isolante est efficace ou non pour limiter la contamination. Ce test-là, en fait, ça consiste à mesurer la diminution de la concentration en oxygène dans une chambre d'air étanche au-dessus des résidus miniers. Ça nous permet de mesurer c'est quoi le flux d'oxygène qui diffuse au travers des résidus miniers et qui est consommé par les résidus miniers. Ça vaudrait la peine. Tu utilises mettons, là, tu dis c'est... La science de l'environnement minier, entre guillemets, c'est une science récente. Avant ça, on ignorait qu'il y avait un problème sérieux au niveau environnemental. Donc, au Canada, on s'y intéresse depuis les années 85-88. Ça fait pas longtemps qu'on se préoccupe de ces notions-là. On est comme en mode apprentissage. Comment faire, penser à tout ce qui va pouvoir se produire dans le futur. Mais si on a des changements climatiques, dans 400 ans, le climat du Nord devient à peu près celui de la baie James, bien, il faut déjà aujourd'hui penser et se projeter dans le temps pour trouver des techniques qui vont être efficaces, oui, aujourd'hui, oui, dans 20 ans, mais également dans 200 ans, dans 300 ans. Et ça, c'est là le défi de la restauration, parce que les rejets, eux, demeurent là. Et là, il faut trouver des techniques efficaces qui vont demeurer efficaces à long terme. Des mines, il va en avoir de plus en plus. Des parcs à rejets, des halles d'astéril, il va en avoir de plus en plus. Il faut poursuivre la recherche et le développement des connaissances dans le domaine, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de la gestion des rejets, de la restauration. Il faut tenir compte de ces particularités-là. On a tous le même défi. Ce n'est pas un défi qui est concentré que pour nous. C'est un défi qui est universel. J'ai des enfants, puis je suis conscient qu'ils vont devoir supporter notre consommation à nous en ayant à gérer ces parcs à rejets-là. Il faut absolument trouver des façons de faire qui minimisent ce risque-là à long terme. Comme ça, au moins, on va avoir le sentiment d'avoir fait le maximum en fonction des connaissances que nous avions à notre époque. Et ça va être à eux à constamment poursuivre ça.
J'aime profondément faire du canot. Puis avec la nature que j'ai, moi, c'est probablement en canot que je médite le mieux. Ce sentiment profond que le paysage peut y pénétrer plus encore qu'à pied. Tout l'univers nord-côtier est tributaire des rivières. Si on enlève les rivières, c'est inhabitable, ce pays-là. On ne traverse pas une forêt d'épinettes noires qui mesure 200 km avec un pack-sac et des bébés. Là, on oublie ça. Ça se fait pas. Il n'y a pas un Indien qui part dans le bois et dit on a 35 km à faire. Sans les rivières, sans le fleuve, mais sans les rivières, ce pays-ci serait resté un désert. Les Indiens ont inventé le canot, c'est pas pour rien. Les cris de la baie James, les Inuits de la Côte-Nord n'auraient pas pu habiter leur pays. C'est un pays pénétrable grâce aux lacs et aux rivières. Puis autrement, il est dominé par des épinettes noires. Le Québec, on a la forêt tempérée au sud, qui est dominée par les arbres feuillus, les rabat-sucre, le bouleau, etc. Et à partir du 48e degré de latitude, on passe à ce qu'on appelle la forêt boréale, où les arbres conifériens deviennent de plus en plus dominants. C'est ce qu'on voit un peu ici sur la carte. Là. Ce qui est en jaune au sud, c'est surtout les forêts feuillues. Ce qui est en vert au nord, c'est surtout les forêts boréales, qui est dominé par l'épinette noire, le pin gris, avec aussi le sapin baumier. Mais l'épinette noire est vraiment l'espèce qu'on va retrouver en grande abondance de l'ouest du Québec jusque dans l'est. Une immense forêt d'épinette noire. La forêt boréale, je l'ai connue sur la Côte-Nord. D'abord à Port-Cartier, puis après ça à Haut-Saint-Pierre, à Natashquan. Là, j'ai eu un contact intime avec le monde de la forêt boréale. Mais une forêt chenue, je dirais. C'est une forêt qui a l'air souffrante. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la forêt nordique, l'arbre dominant, l'arbre majestueux, même s'il y en a qui trouvent qu'il a l'air fou, là, c'est l'épinette noire. C'est le grand arbre de ce monde-là. La forêt fermée, c'est-à-dire où les peuplements sont quand même assez denses au Québec, va s'arrêter autour de la baie James. Au nord de la baie James, on a encore des arbres. On a encore des arbres jusqu'à la baie d'Ungava, mais on a des territoires où les arbres sont dispersés. On appelle ça la taïga. Et après ça, on a des territoires où il reste des bosquets d'arbres dans un territoire dénudé qu'on appelle la toundra forestière, pour finir au grand nord, près de la baie d'Ungava, avoir un endroit sans arbres, qui est la toundra. On est dans un système, la forêt boréale, qui est un système très perturbé. Beaucoup de perturbations naturelles. Au niveau climatique, le Québec est beaucoup plus sec vers l'ouest. On a beaucoup d'incendies forestiers. Donc, on va avoir un paysage où on a beaucoup de jeunes forêts qui sont issues d'incendies forestiers jusqu'à des forêts plus âgées qui ont pu se développer. Alors qu'à mesure qu'on s'en va vers la Côte-Nord, vers le Labrador, on va retrouver beaucoup de vieilles forêts. Fait que c'est probablement la grande différence qu'on a entre, dans le jargon, ce qu'on appelle la forêt d'épinette de l'ouest et la forêt d'épinette de l'est du Québec. On se trouve à la limite sud du 49e parallèle, dans une forêt qui est issue d'une grande perturbation qui est le feu. Donc ici, on voit, j'ai un exemple, un chicot carbonisé. Donc on voit que le feu a bel et bien passé là, il y a environ 70 ans. Si on fouillait, on trouverait des souches carbonisées également. Donc, puis aussi dans ce peuplement-là, on commence à voir en sous-couvert, ici à l'arrière, quelques épinettes noires là, qui sortent en dessous du couvert.
Ici, on est dans un peuplement de pin gris relativement pur, d'environ 70 ans. On peut le voir ici sur la carotte quand on part des cernes du cœur, sont plus distancées. Plus on s'en va vers l'écorce, on voit là, que ça se rapproche. Il y a beaucoup moins de croissance. Fait que si on a un pin gris mature, ici, dans la région, on parle d'environ 60 % d'épinette noire, 40 % de pin gris. Plus on monte vers le nord, on tombe dans le 90 à 95 % d'épinette noire. On est environ à 75 km de Sainte-Terre, chantier d'opération Farion-Nord. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un secteur de coupe là, conventionnel avec un équipement de bois long. Ensuite, à la planification, on a validé que c'est un secteur de bois mature, donc on débute le chantier d'opération. On parle d'environ 30 hectares, 25-30 hectares. Au fil des années, avec des nouveaux régimes forestiers, on a changé les façons de pratiquer la foresterie. Ici, on a un exemple d'un air de trappe cri de M. Frank Blacksmith, trappeur cri de West Winnipie. Donc, sa délimitation d'air de trappe est en contour bleu ici. Si on prend le sud du lot de trappe à M. Blacksmith, on voit que les industries forestières auparavant montaient du sud vers le nord avec des plus larges coupes. Dans le temps, c'était les coupes à blanc, coupe totale. C'était une coupe, un séparateur de 60 mètres, une autre grande coupe, un séparateur de 60 mètres. Depuis 2002, avec l'arrivée de la paix des Braves, l'Entente Cri Québec, on a un régime en coupe mosaïque. Maintenant, avec la coupe en mosaïque, on parle de séparateur, mais minimum 200 mètres. Si on récolte un bloc de 50 hectares, on va laisser un bloc de 50 hectares sur notre chemin existant pour que dans 15, 20, 30 ans, mais qu'on revienne, ça soit rentable économiquement. Fait que vous pouvez voir, on récolte, on s'assure d'avoir de la forêt mature en tout temps dans le paysage, dans l'espace. Fait qu'en laissant de la forêt résiduelle, ça permet à la faune d'avoir ce maintien de couvert-là qui est essentiel. Donc, on va devoir attendre environ une quarantaine d'années avant de pouvoir venir la récolter. Donc, le territoire d'approvisionnement pour Tembec Center représente environ une superficie de 21 250 km². Ça représente 44 fois la superficie de l'île de Montréal. Donc, c'est une superficie aménagée qui est immense. Puis, on a l'autorisation de récolter environ 105 km² par année sur ce grand territoire-là. Si on compare avec les régimes passés, où est-ce qu'il n'y avait pas de protection, on avait une possibilité forestière relativement élevée, bien maintenant, avec les baisses de possibilités forestières associées à ces nouveaux régimes-là, dans notre cas chez Tembec Center, on parle d'une coupure d'attribution de tout près de 50 %. C'est majeur, donc on se doit d'être innovateur puis de trouver des volumes ailleurs pour combler les besoins de notre usine. Il y a actuellement une problématique de manque de ressources forestières, mais c'est une problématique qui n'est pas à long terme. C'est une problématique qui va se régler. La forêt au Québec, elle est bien régénérée. Okay? Souvent, on va dire que dans 50 ans ou dans 25 ans, dépendant des régions, on va avoir un grand capital forestier. La forêt va être revenue. Notre problème, c'est qu'on l'a coupée peut-être trop vite pour qu'elle se régénère derrière, assez pour que on puisse continuer à l'exploiter au même rythme. Vers les années 90, milieu 90, c'était l'évidence qu'avec la petite dimension des arbres
qu'on pouvait récolter dans les secteurs où on se trouvait, c'est-à-dire les plus au nord de tout le Québec forestier, il y avait une fatalité qui pesait sur nous. On ne pouvait pas être compétitif, être productif et rentable en comparaison avec la Colombie-Britannique où là, on va valoriser des arbres qui sont gros autrement que les petits arbres qu'on a dans notre coin, dans le nord québécois. Donc, ou bien on acceptait la fatalité puis on était voué à une dévitalisation, ou bien on se retroussait les manches. Puis on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit bois-là? On s'est mis à explorer qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme développement technologique. Donc, on a développé ce qu'on appelle dans le jargon technologique un procédé propriétaire, une recette propriétaire pour fabriquer du bois lamellé collé, qui est fort différent de celui qu'on observe à travers le monde. Le procédé de lamellé collé, c'est pas un procédé qu'on a inventé loin de là. C'est un procédé qui a au-delà 100 années d'existence. À l'époque, toutefois, on utilisait du sapin de Douglas qui venait de l'Ouest canadien. Et c'est justement là où nos opérations de lamellé collé sont particulières. C'est qu'on fait le lamellé collé avec du bois typiquement québécois, avec une essence qui est caractéristique de la forêt boréale nord-québécoise, l'épinette noire. L'autre élément qui est assez particulier aussi à notre procédé d'assemblage, c'est le fait que c'est pas seulement de l'épinette noire, mais c'est aussi la cime des épinettes noires, là où le diamètre est encore plus petit qu'il ne l'est à la souche. La propriété principale de ces petites pièces qui viennent des cimes, des têtes, des épinettes, c'est leur force physico-mécanique. La force d'une pièce de bois, d'un produit forestier, ça provient de la fibre. Donc, et la fibre se définit par les cernes de vieillissement, donc les petits ronds. Donc, tous les petits ronds représentent une année. Ce sont des arbres qu'on récolte qui ont en moyenne entre 125 et 175 ans. Donc, il y a une concentration de cernes dans un tout petit diamètre. Alors, les petits morceaux de bois qu'on va en tirer sont extrêmement forts grâce à cette densité-là. Et ce sont ces petites pièces de bois-là qu'on va jointer en très longues pièces, qu'on va assembler en étages. Et ces étages-là qu'on va coller les uns à côté des autres pour constituer les poutres et les colonnes de grosses dimensions en bois lamellé collé. Il y avait 4 grosses arches qui faisaient environ une soixantaine de pieds chacune et qui étaient assemblées avec les ferrures qui étaient vraiment insérées à l'intérieur. C'est là qu'il y avait le défi d'usinage. Oui, c'est ça. C'est un projet qu'on a réalisé il y a quelques mois à peine. C'était le 3e stade de soccer intérieur sur lequel on travaillait avec des immenses pièces arquées qui font là, un bon 200 pieds de portée libre, c'est-à-dire d'espace entre chacun des appuis, il y a 200 pieds. Donc, c'est vraiment des défis techniques qui ne sont pas à négliger. Laisse le volant, s'il vous plaît. Dans le cas du stade de soccer du PEP, c'est aussi particulier qu'il y a une place accrue de l'acier dans la structure. Donc, on s'approche vraiment d'une conception hybride où on a des éléments de bois qui sont dominants, qui confèrent la signature au bâtiment. Mais on a quand même une présence appréciable de tubes d'acier, de pièces métalliques. Donc, vraiment une belle complémentarité entre les deux. Donc, d'un point de vue économique, on peut dire que la forêt est en santé. On n'a quand même pas une catastrophe. La forêt qui revient, cependant, n'a pas la même qualité pour les habitats, pour la biodiversité que la forêt qu'on a exploitée. Donc là, il y a quand même des améliorations à faire et de la prudence à avoir dans le suivi de ce qu'on va continuer à faire dans l'aménagement forestier parce que, par exemple, la forêt ici qu'on voit sur la carte, où on voit beaucoup de jaune, bien, beaucoup de ce jaune-là, c'est des forêts feuillues. Mais c'est les feuillus de lumière, le tremble, le bouleau. Normalement, ce qu'on devrait avoir, c'est du vert. On devrait avoir beaucoup de forêts résineuses. On a rajeuni la forêt. Fait qu'il y a des organismes vivants qui vivent surtout dans les grandes
forêts conifériennes, qu'on pense par exemple au caribou des bois, qui est un enjeu important, bien là, on lui a extirpé un petit peu son habitat parce qu'on a rajeuni beaucoup la forêt. Fait que là, il y a peut-être du travail de restauration qu'on doit faire derrière pour augmenter la qualité des habitats. Le caribou forestier est une espèce déclarée menacée qu'on a inscrit sur une liste d'espèces menacées, donc qui méritent des soins particuliers. On a des études en cours. On déploie des colliers pour suivre les déplacements des caribous. On les suit toute leur vie, jusqu'à leur mort, en fait, puis on détermine les causes de mortalité. On voulait voir les effets de l'exploitation forestière sur le comportement du caribou forestier. Hey, c'est une femelle qu'on a depuis longtemps avec nous autres, ça? Ça, c'est un vieux tag? Ah, ouais, c'est rattaché ça. 2 ans de données. Puis il fonctionnait bien. C'est une belle recapture. Ouais, ça, c'est 2 ans de données, c'est super, ça. Mais il était un peu grand, là, mais c'est peut-être aussi tout simplement qu'elle a maigri, là. On trouve le caribou forestier justement dans la forêt boréale, dans des secteurs de pessières, où la forêt, on perd les feuillus. Là, dans ce coin-là, on a beaucoup moins de feuillus et c'est vraiment la forêt de conifères. Le caribou forestier, c'est son habitat privilégié et en dépend, puis passe toute sa vie dans ce secteur-là. 10 ans et demi, au moins, reste une dent. Une étude comme la nôtre, c'est absolument important parce que le caribou forestier, on sait qu'il est assez dérangé par l'exploitation forestière, par les routes, par la villégiature. Ça fait que c'est un animal qui tolère mal la présence humaine. Allez-y. 116 kilos. Dans notre étude, on essaie justement de comprendre comment le comportement du caribou se modifie à mesure que la forêt est coupée. Fait qu'on essaie d'identifier les bonnes façons de couper la forêt tout en diminuant les impacts négatifs sur le caribou forestier, qui est une espèce menacée quand même. Allez, belle fille. Ah ouais. Là, on commence l'exploitation de la forêt boréale et on voit que les caribous forestiers ont de la misère à tolérer, évitent les zones de coupe et sont repoussés de plus en plus vers le nord. Regarde, elle fait la danse, là, tu sais. Ouais, elle avertit. Elle avertit toutes les autres, là. Attention, il se passe quelque chose. Dans ce coin-là, il y a des affaires bizarres qui se passent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas couper la forêt, mais probablement qu'il faut la couper différemment. Il faut considérer les effets qu'on a sur la présence de feuillus qui suivent une coupe forestière et ce qui va amener les orignaux, ce qui va amener ensuite le prédateur de l'orignal, qui est le loup. Donc, il faut gérer la forêt boréale de façon un peu différente. Ces colliers-là, ils prenaient à chaque heure une localisation GPS. J'ai espoir qu'on ait 2 ans de données là-dessus. Le barrage est ici. Puis il y a beaucoup de points au sud du barrage. Regarde la concentration qu'il y a là. Ouais.
c'est presque inévitable qu'il y ait une confrontation pour l'espace. Le caribou forestier a besoin d'espace, a besoin de zones tranquilles, de refuges, mais l'industrie forestière a besoin aussi de grands espaces. Parce que la forêt boréale, en plus, c'est pas une forêt très productive. Fait que pour réussir à amasser des volumes de bois suffisants, il faut couper des grandes superficies. Ça fait que là, il y a un conflit d'usage. C'est sûr, il y a deux utilisateurs, les exploitants forestiers qui veulent couper la forêt et le caribou forestier qui a besoin de la forêt, des vieilles forêts, des tapis de lichen comme on a actuellement. Ça, c'est un exemple typique d'habitat de caribou des bois. C'est une forêt ouverte, une forêt clairsemée. C'est des épinettes noires avec des tapis de lichen qui profitent de la lumière. Et ça, c'est un habitat caractéristique du caribou forestier. Regarde, c'est une trace de caribou. Regarde la forme arrondie du sabot. Mais le lichen, c'est tellement fragile que cette trace de sabot-là va rester là pendant une décennie. Toute cette couche de lichen-là a pris 30, 40 ans avant de pousser. Exploiter la forêt différemment, c'est probablement diminuer les surfaces coupées. Il faut diminuer les pourcentages de dérangement. Il faut vraiment que dans un secteur donné, le caribou forestier, qui occupe quand même des domaines vitaux, des espaces, qui a besoin d'espace, il faut qu'à l'intérieur d'une année, le caribou forestier puisse retrouver ces espaces-là. Il faut que les compagnies forestières puissent démontrer que, oui, ils peuvent sortir des volumes de bois de la forêt boréale, mais tout en conservant la faune, la nature. Et le caribou forestier est un élément clé de la faune de la forêt boréale. Ça fait 28 ans que j'étudie le caribou et je l'avoue, c'est ma passion, le Nord, le caribou et les cultures qu'on rencontre dans le Nord et les paysages. C'est une région vraiment unique et le caribou est un symbole de cette région unique-là. Le feeling du Nord, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont encore méconnues, qu'on mérite en tant que Québécois là, à connaître. C'est à force d'y venir qu'on comprend un peu plus qu'est-ce qui se passe ici, c'est quoi le territoire, comment vivent les gens dans le secteur. On devrait tous, en tant que Québécois, monter au moins une fois dans le Nord pour vivre l'expérience. Il y a quelque chose de mystique, il y a une spiritualité nordique ou nordiciste dont il faut prendre conscience. C'est pas juste un lieu qu'on peut exploiter ou un endroit où on peut faire un barrage, même si ça peut être utile. C'est un lieu de grande mystique, le monde du Nord. On est dans un pays qui est encore riche de ses ressources premières qui étaient là il y a 100 ans ou il y a 500 ans. Il faut le dire, puis il faut le préserver. C'est comme une espèce de primauté humaine que d'habiter le pays. C'est pas vrai qu'on doit, à mon sens, faire un parc du monde nordique. Autant on n'a pas à le dévierger, autant on n'a pas à en faire une espèce d'espace fermé où là, il faut leur payer pour aller dans le territoire. De toute urgence, il faut se réimaginer notre pays en fonction du Nord, parce que c'est indubitable qu'on est un pays nordique, quels que soient les changements climatiques.